pour ces petits soucis. Donc alors, pour commencer, je suis cofondateur de la société FranceLab. Moi, je ne viens pas de Nantes, je viens d'un peu plus loin, je suis à Nice. On n'est pas la même taille aussi que la société précédente, hein, donc on est 3 cofondateurs de la boîte. Donc on est donc une start-up, mais bon, je crois que le terme est plus tellement donc, adapté puisqu'on s'est créé, c'était en 2011. On commence à être un peu vieux là maintenant. Donc on est le partenaire officiel de Lucidworks pour la France. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent en fait eux qui contribuent le plus en fait donc à Solar. Ils sont basés aux USA dans la Silicon Valley. Je ne reprends pas dans l'ordre, mais moi je suis principalement donc, développeur en Java. Je donne des formations surtout sur Solar. Mon collègue, lui, c'est plus sur de l'Elasticsearch. Pardon. Moi, d'ailleurs, un petit sondage à ce niveau-là. Qu'est-ce qui connaît Solar dans la salle et qui l'utilise en production? Okay. Et qui utilise de l'Elasticsearch? Ouais. Ok. Production, non. Donc, le domaine de FranceLab, donc on fait principalement que ça. On fait que des moteurs de recherche d'entreprise en open source. Donc, c'est pour ça qu'on s'est basé sur Solar, pour avoir une licence en Apache. Ce qu'on fait principalement, c'est du consulting, hein, du support des formations, que ce soit sur Lucene Solar ou sur Elasticsearch. Et donc, notre produit, maintenant, Datafari, on verra par la suite, qui ajoute en fait une surcouche. Donc au-dessus de là. Et on fait aussi donc, un pan de R&D, donc on essaye de sortir de nouveaux algorithmes donc pour améliorer la pertinence des algos de recherche. Donc pourquoi est-ce qu'on est parti sur Lucene Solar? Donc en fait c'était pour avoir une solution logicielle avec un support fiable en fait principalement. Ce qu'on a fait le choix de Solar parce qu'il y avait une large communauté. Alors que sur Elasticsearch, c'était porté principalement, c'était par une seule personne, alors que sur Solar, donc on voulait c'était profiter d'un effet de bord avec une large communauté. Et ce qu'il faut savoir que Solar est quand même utilisé par des grands noms, hein, que ce soit par Twitter, LinkedIn, eBay ou Apple, pour citer que. Donc le programme, on va voir en premier Solar. Donc un peu enfin, de Lucene, de Solar, de l'architecture. Ensuite, le scoring, de l'indexation, du requêtage, des fonctionnalités, un peu de Solar Cloud. Et enfin, on passera ensuite à Solar et son écosystème. Donc normalement, ce qu'on va donner, donc 1h30, hein, ce qu'on va essayer de ne pas les dépasser. Mon avion part que demain matin, mais on va donc essayer de ne pas y passer la nuit. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des parties qui ne sont pas très claires ou autres, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, parce qu'il n'y a pas de souci. Donc la présentation de Solar. On va commencer par l'architecture. Donc en fait, ce qu'on présente, c'est qu'à chaque fois ça, ce qu'on dit que la recherche est un oignon, parce qu'en fait, c'est composé de plusieurs couches. Donc à la base de tout, ce qu'on va le voir, c'est qu'il y a Lucene, ensuite ce qu'il y a Solar, qui est une serverisation de Lucene. Et il y a donc des solutions comme Lucidworks, Datafari ou Open Source Server, par exemple, qui ajoutent donc une surcouche par rapport à ça. Donc Lucene, ça a été créé ce qui a maintenant 15 ans, hein, c'est par Doug Cutting. C'est en fait la même personne qui est à la base du projet d'Hadoop. Actuellement, donc, on est à la version 4.10.3, qui est sortie en décembre 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fusionné en fait donc les dates de sortie enfin, de Lucene et de Solar, parce qu'il n'y a plus un qui est en avance par rapport à l'autre, hein, quand il y a des nouvelles versions, elles sortent ensemble. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, ce qui a la licence très importante, elle est en Apache, hein, c'est la plus permissive de toutes, donc on peut l'utiliser en entreprise sans souci. La librairie, elle est 100% Java, hein, il n'y a aucune dépendance, et comme on va le voir, c'est rapide, stable et performant. Donc à quoi ça sert principalement, hein, ce qu'on va créer en fait un index, ce qu'on va voir juste après, donc à partir de documents. Donc on a un ensemble de documents que l'on va mettre en fait à indexer comme son nom l'indique dans un index, et le but de ça c'est de pouvoir chercher après à l'intérieur de celui-ci.
Donc un index, c'est ça, hein, c'est en fait un index inversé. Donc en fait, ce qu'on va avoir pour chacun des termes indexés, en fait, dans quel document est-ce que chacun de ces termes est présent. Donc en terminologie, en fait, quand on va mettre à indexer un document, en fait, donc un document, c'est en fait donc un ensemble de champs. C'est la base en fait. C'est une unité d'indexation. Ensuite, je vais avoir donc une liste de champs, donc des fields. Hein. Donc ici, par exemple, ce qu'on indexe des livres, on a donc un ensemble de champs, un titre, un auteur, une description. Et ensuite, on va avoir donc un ensemble de termes dans chacun de ces fields. Donc ici, on a Lucine qui est un terme. Donc, comme on l'a vu, hein, on va créer un index et ensuite donc, on va effectuer des recherches à l'intérieur de celui-ci. Donc la différence avec une base de données, parce qu'il y en a plusieurs, les principales, ce qu'on va avoir des résultats scorés, c'est non relationnel, hein, c'est une structure non fixe, et principalement les champs peuvent contenir plusieurs valeurs, la différence de base de données. Donc un petit schéma simple, enfin les étapes en fait pour indexer. Donc on va avoir donc une multitude de sources de données qu'on va en fait crawler. Ensuite, ça va être géré par un analyzer, ensuite par un indexeur, et enfin on va indexer à l'intérieur de l'index de Lucine. Donc un analyzer, en fait, on a de deux types, enfin on en a donc, à deux parties, donc aussi bien à l'indexation qu'au requêtage. Donc ici, en fait, un utilisateur va chercher des voitures, donc ce qui va entrer un type de voiture et un prix, donc avec un intervalle. Donc sa query, en fait, elle va être traitée par un parseur qui va lui-même ensuite être traité par un analyzer avant d'être mise en fait en confrontation avec l'index pour ensuite trouver les correspondances entrées par l'utilisateur. Comme je le disais, hein, donc les analyzers, on en a aussi bien donc, à l'indexation qu'au requêtage. Donc je ne détaille pas parce qu'on le verra qu'après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, aussi bien à l'indexation qu'au requêtage, on va avoir donc, un match. Parce que l'analyzer va permettre de découper les termes suivant certaines règles pour justement donc, éviter que si un utilisateur n'a pas mis donc, une majuscule et que le terme est indexé à une majuscule, on puisse quand même avoir un match. Donc Lucine, hein, c'est très bien, ça marche très bien, mais le problème c'est une simple bibliothèque, hein, c'est un jar, donc pour un utilisateur, on ne peut pas dire tiens on crawl avec un jar, débrouille-toi, donc il faut une couche supérieure, donc une serverisation de Lucine, ce que va permettre Solr. Donc Solr, on peut dire que c'est un Lucine embarqué dans une web app, donc lui, ce qu'il a été créé en 2004, donc il y a 11 ans, donc il est bien évidemment lui aussi en open source et en licence Apache, et donc en 2010, les deux projets ont fusionné pour avoir les mêmes versions qui sortent ensemble. Donc, qu'est-ce que ça fait de plus de Lucine? Surtout des API, hein, donc XML, HTTP de type REST. On configure tout dans des fichiers XML. Donc, on va les voir, hein, donc les principaux. Il y a un schéma.xml et un solarconfig.xml. Donc, c'est quand même pratique. Il y a des mécanismes principaux comme le cache et la réplication. C'est ce qu'on verra aussi un peu si on a le temps. Et donc, une interface aussi, donc administrateur, qui a bien évolué entre le Solr 3 et 4, qui permet de faire quand même pas mal de choses. Donc les interfaces HTTP, elles permettent aussi bien d'ajouter des documents en post. On va voir, on se sert de request handler en fait, et pour effectuer des recherches. Donc un petit schéma super simplifié, hein, si on veut donc indexer, ici on a un document. Quand on envoie en fait le document à Solr, en précisant qu'ici c'est un request handler update, donc c'est géré par un update handler, et ensuite on cherche par un search handler. Ici
qui est select. Donc encore un petit schéma d'architecture. Enfin, c'est pour montrer donc, les différentes couches. Hein. Donc à la base de tout, on a le Lucene, ensuite ce qu'on a Solar, ensuite donc un conteneur de servlet, hein. Ça peut être aussi bien Jetty que Tomcat, là, par exemple. Tout ça, c'est dans une JVM, sur un OS et sur une machine virtuelle ou non. Donc au-dessus de Solar, on peut avoir encore donc, une surcouche, parce que dans Solar, comme on va le voir, enfin, il y a une belle donc, interface administrateur, mais là aussi, pour un utilisateur, c'est pas encore très user-friendly, parce qu'il lui faut une interface de recherche et aussi d'indexation, parce que comme on va le voir aussi en Solar, donc il n'en fournit pas de base. Donc, ce qu'on peut faire avec une surcouche, c'est par exemple donc, du crawl de documents sur différents systèmes, gestion de la sécurité aussi, ce qui n'est pas géré de base en Solar, donc avoir des stats. Et donc, c'est pour ça qu'on peut passer par des solutions clés en main, comme Constellio, qui fait par un canadien, Lucidworks, donc sorti Fusion, je crois que c'était en octobre dernier, et Datafari, enfin, on l'a marqué aussi, parce qu'on fait notre propre surcouche aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ou on peut le faire? Ok, donc on va passer à la suite. Donc au scoring, en fait, de la façon dont on va scorer les documents. Donc ici, hein, enfin, donc on connaît tous, hein, c'est du scoring sur Google. Enfin, un slide un peu prétentieux, hein, parce que je pense là dessus. Mais bon, enfin, ça sera exactement la même chose donc en Solar. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux notions clés qui sont la précision et le recall. Donc en fait, la précision, ça va être le pourcentage de documents pertinents sur les docs qu'on retourne donc, à l'utilisateur. Donc admettons que pour une query particulière, je sais que dans mon dataset, j'ai 5 documents pertinents. Si je ramène à l'utilisateur un document pertinent, et donc je n'en amène qu'un, voilà, ma précision sera de 100%. Alors que le recall, en fait, ça va être le pourcentage de documents pertinents retournés sur le total de documents pertinents. Donc, en fait, c'est les matchs corrects sur les matchs corrects plus les matchs manqués. Donc sur mes 5 documents pertinents, si je n'en amène qu'un seul, et ben là, j'aurai plus qu'un recall de 1 sur 5. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois essayer de trouver donc, un brick compromis, en fait, entre la précision et le recall. Ça va dépendre aussi du secteur où on travaille. Admettons, pour une société juridique, parce qu'ils veulent tous les documents par rapport donc, à une loi ou par rapport donc, à un client, là, le recall sera plus important que la précision, par exemple. Donc la formule de scoring, de toute façon, on ne la voit pas très bien, mais bon, elle est assez complexe. Ce qu'il faut savoir là, enfin, donc on va détailler en fait les notions principales. Ce qui est le plus important, c'est en fait l'ETF, IDF. Mais donc on va le voir. L'ETF, c'est le term frequency en fait. C'est la fréquence d'un terme donc, dans le document cherché. Donc ici, donc, on a deux documents. Donc on cherche FranceLabs. Donc là, ça sera pas très dur de voir quel document sera le plus pertinent. Ça sera celui où il y a l'occurrence qui apparaît de fond. Alors que l'inverse document frequency, donc l'IDF, c'est la rareté en fait du terme dans l'ensemble de mon corpus. Donc ici, on cherche expertise Lucene. Et donc on va avoir le deuxième document qui va sortir en plus. On peut aussi, enfin, ce qui est aussi pris en compte, mais bon, avec un poids beaucoup plus faible, ça sera donc la taille des champs. Donc, admettons qu'on cherche ici Solar. J'ai un premier document à gauche, donc avec une taille ce qui n'est pas très importante, alors que c'est à droite, c'est un document qui contient donc une encyclopédie entière. Donc il y aura un boost sur le document en fait, qui aura donc une taille moins importante. Donc les boosts, hein, ça peut être défini par un utilisateur, donc hors quêtage, ou donc à l'indexation, et ou même. Donc c'est par rapport à un document en particulier, ou par rapport à un champ. On peut aussi faire qu'on privilégie des phrases exactes. Donc plus un utilisateur est précis dans sa recherche, là, par exemple, et plus donc on va mettre le boost par rapport donc, à ça. On peut aussi en faire par rapport à la géolocalisation. Voilà, par exemple, si on cherche
si on indexe donc des produits dans plusieurs magasins, on va prendre la géolocalisation de l'utilisateur et ce qu'on va mettre un poids plus important sur les magasins qui sont le plus proches de l'utilisateur, par exemple. Ce qui est aussi important, c'est de mettre un boost sur le titre, là par exemple, parce qu'on se dit que le champ titre sera plus important forcément que le champ de description ou de contenu. Donc ici, si on cherche fonctionnalité, il apparaît dans le titre qui va sortir en premier. Et donc les résultats vont sortir de cette façon dans Solr. Donc une liste de documents scorés. Et donc ils vont apparaître dans le sens descendant. Est-ce qu'il y a des questions sur le score? Ok, donc on passe à l'indexation. Donc le crawling de documents, on ne peut pas le faire de base dans Solr, parce qu'il y a des contributions en fait intégrées donc, à Solr, comme le Data Import Handler, donc le DIH, Notch, Aperture, Manifold CF et les Google Connectors, voilà, par exemple. On va en voir certains après. Donc pour indexer, on va préparer les documents, on les convertisse en XML, en JSON, en CSV, par exemple, ou des documents riches qu'on va indexer avec Tika. Ensuite, on poste les documents sur HTTP. Je peux le faire par exemple avec curl ou avec les scripts intégrés donc à Solr, on poste sur .jar et on poste .sh. Il faut savoir qu'il y a plein de librairies clientes. Bon, la plus évoluée, forcément, vu que Solr est en Java, ça sera donc celle en SolarJ. Ce qu'il faut savoir que bon, si on préfère d'autres langages de programmation, ils en ont sorti d'autres, comme du SolarNet. Une des plus connues aussi, c'est Solarium pour PHP. Et donc une fois que l'on indexe les documents, en fait, l'utilisateur va avoir le choix de les faire apparaître directement dans l'index de Solr ou non, par rapport donc, à un certain temps. Et soit donc, on les écrit directement sur le disque dur, soit on peut aussi faire du soft commit. En fait, donc, les documents vont être en mémoire vive, mais pas sur le disque dur, pour avoir donc, du NRT, Near Real Time. Donc, toute la configuration de Solr, en fait, comme on l'a vu précédemment, elle se base dans deux fichiers principaux. Ça ne sera pas dans 50 endroits à chercher partout. Donc, le schéma.xml, c'est lui qui va contenir en fait une description de toutes les données indexées. Et le SolarConfig, lui, c'est le comportement donc du serveur et la façon dont on va interagir. C'est là où on configure les request handlers. Donc, le schéma, ça sera ça. Enfin, par exemple, ici, donc, on a indexé Klive. Donc, on a plusieurs champs comme l'ISBN, un titre, un auteur. Donc, à chaque fois, si on précise le type de champ, si on l'indexe ou non, si on le store, en fait, pour qu'on puisse voir le contenu du champ et si c'est un multivaleur ou pas. On peut aussi mettre des champs qui sont donc en dynamique, c'est qu'on ne précise pas en fait le nom des champs. Et donc à l'indexation, en fait, il faudra juste à mettre un underscore i, et ils iront automatiquement dans cette catégorie-là. Donc il y a plusieurs types de champs, enfin bon, ça c'est trivial, ça peut être des entiers, des dates, des strings, des textes. Et ça c'était l'exemple qu'on avait vu précédemment. Donc c'est pour bien expliquer donc, à quoi sert un analyzer. Admettons qu'ici on veuille indexer des coquilles Saint-Jacques. Donc on va passer par un analyzer qui va être en plusieurs étapes. Donc au début, ce qu'il va faire donc, un white space. Donc à chaque fois qu'il va rencontrer donc, un espace, il va découper donc, en plusieurs termes. Donc on voit sur la gauche, c'est à l'indexation. Donc on va le découper donc, en deux termes, donc, en coquille Saint-Jacques. Ensuite, on va avoir un word delimiter qui lui, quand il va rencontrer donc, une majuscule, il recoupe encore donc, en plusieurs termes. Et enfin, ensuite, on met tout en minuscule, donc on a bien trois termes au final, coquille Saint-Jacques, qui ont bien été normalisés. Alors qu'au requêtage, on voit que l'utilisateur, au lieu de mettre Saint-Jacques avec une majuscule, ce qu'il a mis un trait d'union, là aussi, on va avoir des analyseurs en fait, qui vont permettre de matcher entre l'indexation et le requêtage.
Donc tout ça, hein, donc en Solar, ça se fait dans le schéma .xml. Hein, donc on précise en fait les analyseurs, que ce soit à l'indexation ou au requêtage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multitude d'analyseurs qui existent, qui peuvent être spécifiques au langage. Et qu'il y a beaucoup de composants aussi qui sont disponibles. Il faut savoir qu'en Solar aussi, on peut faire que du stemming, c'est-à-dire que si on indexe là par exemple manger et mangera, on va prendre que le radical mange, et donc on peut faire que du stemming. On ne peut pas faire de la lemmatisation comme sur d'autres moteurs de recherche par exemple. C'est des questions? Donc le requêtage, maintenant, c'est bien beau hein, d'indexer des documents, mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir chercher donc à l'intérieur de ceci. Donc on utilise des request handlers. Donc ça peut être fait hein, par un browser web, par curl, par SolarJ, n'importe quel client. Donc la structure de la requête, ça sera à chaque fois ça, hein, parce qu'on va avoir donc l'adresse de notre serveur. Ensuite, un contexte de l'application, une collection, et donc un request handler ici, donc on recherche, donc ça sera un select, et après le point d'interrogation, donc c'est tous les paramètres non ordonnés. Donc ici, on met un Q égale étoile, 2 points, étoile, c'est-à-dire qu'on cherche sur l'ensemble de notre index. Les exemples de retour, bon, de toute façon, on ne voit pas grand-chose, mais c'était comme on avait vu hein, précédemment, parce qu'on va forcément avoir une liste de documents ordonnés de base par rapport à un score. Donc les types de requêtes, bon, je vais pas tout énumérer, hein, mais bon, on peut en faire hein, de plusieurs sortes, soit de term query, de phrase query, on peut mettre des wildcards, hein, c'est aussi géré, des fuzzy query, etc. Donc, l'utilisateur peut faire des requêtes complexes. Hein. Donc, il peut essayer, donc ici, enfin, ce qui va entrer titre Solar et il va entrer donc une catégorie livre ou une catégorie e-book et un prix. Enfin, ça, c'est ce qu'on aimerait bien que fasse notre utilisateur. Mais en fait, donc on a plus à gérer donc avec ça. Hein. C'est qu'un utilisateur, enfin ça, on le remarque hein, chez la plupart des clients, en fait, qui ne se servent jamais de la recherche avancée. Et c'est plus des recherches qui sont assez simplistes. Donc là, c'est pour ça que ici, donc on remarque qu'il y a une faute d'orthographe, là par exemple. C'est pour ça que l'autocomplétion, c'est quand même très très important, puisqu'on guide l'utilisateur dans sa recherche. Donc à noter aussi qu'il y a un spell checker, enfin, on verra donc après, où là ce qu'on aurait pu essayer de lui proposer donc un autre terme pour pas que sa query rende 0 résultat. Voilà, donc on va passer justement donc, aux fonctionnalités de Solar. Qu'est-ce qu'on peut faire donc un spell checker, comme je viens de le dire. Donc ici, donc un utilisateur a fait une faute, il a entré un T hein, donc à la place de un D pour Android. Et là, donc, on lui propose en fait un autre terme qui ramène bien plus de résultats. De l'autocomplétion, hein, ça c'est demandé par tous les clients. Du faceting aussi, comme sur Amazon, hein, par exemple, où ici on cherche des appareils photo et on va mettre donc une catégorisation. Par exemple, par une marque, un type, donc un état, et c'est ce que vont permettre de faire les facettes. La géolocalisation. Ici, par exemple, c'était un proto que l'on avait fait, c'était pour Marseille 2013, où c'était la capitale de la culture. Donc on recherchait, c'était des événements organisés hein, par la ville. Et donc on va pouvoir les mettre sur une carte et faire ensuite des clusters en fait, de points par rapport à ça. Donc en fonctionnalité aussi sympa, c'est le more like this, où on va essayer d'obtenir des documents similaires donc à un autre doc. En fait, ce qui va faire de la similarité textuelle par rapport à un document particulier, ce qui va extraire une liste de termes intéressants, et donc il va relancer une query dans Solar, et il va donc apporter des documents qui sont censés être plus pertinents par rapport donc, aux documents
chercher en entrée. Du highlighting aussi, c'est un petit snippet de texte que l'on affiche donc, à l'utilisateur pour chacun des documents qu'il a cherché. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est en Solr, parce qu'on a la possibilité de faire du join, donc, une jointure sur plusieurs index, mais donc on évite, enfin, on préfère tout dénormaliser, que les données soient donc, en double ou sans triple, enfin qu'elles soient vraiment donc, à plat. Ça sera mieux qu'avec un exemple. Parce que ça va permettre justement de faire du faceting et ça va permettre d'accélérer les temps de query par rapport à faire du joining en Solr. Donc les données vont être redondantes, mais la recherche sera beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solr aussi donc, est très orienté plugin, pardon, parce qu'on peut en faire assez facilement, parce qu'on peut tout surcharger. Donc c'est quand même pratique, ça se fait tout en Java et c'est quand même assez simple à développer dessus. Ok, donc ça donc on l'avait vu, c'est la configuration de Solr. Enfin c'est pour le schéma, donc on l'a vu. Là maintenant, par contre, on va passer au Solr config.xml. Donc il permet de paramétrer donc, des request handlers et tous les composants que l'on vient de voir. Donc, pour jouer sur l'autocomplete, sur le highlighting, sur les caches, sur la fréquence de commit, enfin surtout ce que ne permettait pas de faire le schéma. Voilà, donc on va passer donc, à une démo un peu pour illustrer ça, que ce soit un peu moins. Donc, pour pas tricher, j'ai juste pris donc le dernier Solr en zip. Et donc on va l'extraire. Voilà, normalement c'est pas tout. Ouais, c'est. Ah ouais, ça marche pas super. Enfin, donc il a pas plu. On va dupliquer. Ouais, il a pas dupliqué. La résolution, d'accord, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, là j'ai mon Solr, donc out of the box. Hop. On a les contrib, l'exemple. Là j'ai juste lancé. Et j'ai juste à faire un Java start Java. C'est pas super complexe, c'est pour le lancer. Voilà. Et voilà, Solr, sorti. Donc ça c'est la UI qu'admin, c'est par défaut. On voit qu'on a une collection, ici on a 0 document, qui est normal parce que j'ai encore rien fait. Ok, donc ça c'est mes fichiers de conf, donc le schéma. Bon là ça bug un peu parce que enfin ça se superpose à cause de la résolution, c'est pas donc un bug de cela. Donc on a bien le schéma donc avec une liste de champs, donc par défaut donc, qu'il en est. Voilà. Je vais justement mettre des documents là dans mon index. Tous les XML en fait qui sont dans le dossier, donc c'était là, donc là je lui ai dit d'indexer tous les XML, donc avec le script par défaut, c'était un PostGR. Donc si on retourne sur Solr, maintenant je vais donc query, là c'est en théorie, je viens mes 32 documents. Donc à la fin ce qu'on lui a dit, de faire le commit directement. Donc on a bien une liste de documents par rapport à ça. Donc admettons que je cherche une imprimante. Hop.
Donc il m'en trouve 7 parce qu'il fait un ou en fait entre chacun des termes. Et c'est juste pour montrer l'analyzer qui est présent. Admettons, ça c'était la façon dont on indexe, ça c'était la façon dont on cherche. C'était de type texte général. Voilà. Ouais, on va voir un peu la résolution, mais enfin, en gros, ce qu'on voit qu'il y a les différentes parties de l'analyzer qui ont été en fonction. Donc on peut regarder. Ici, c'est un standard tokenizer. Ensuite, j'ai un stop word filter en fait. Donc, on peut dire la Solr en fait d'enlever une liste de mots trop communs comme donc les articles. En français, ça serait un, une, le, la, l'apostrophe, etc. Et ensuite ici, donc on a mis tout en lowercase, tout en minuscule, et donc on obtient bien les 5 tokens qui sont exactement les mêmes qu'au requêtage. Donc on a forcément un match. Je vais juste montrer le faceting. On voit que là par exemple on a une catégorie pour chacun des documents, enfin même 2 catégories. Pour avoir le faceting, pas grand chose à faire. On a un facet fil, 6 et 4. Et donc à la fin, on vient avoir ensuite les catégories de tous les documents. Donc de base aussi en Solr, on met une UI qui est en fait assez sympa, là, qui est sur Solaritas, enfin qui se nomme Solaritas, qu'elle est basée sur Apache Velocity. Donc là, ce qu'on a les documents en fait que l'on vient de voir dans la UI admin de Solr, mais là mis bon, là, de façon sympa, c'est presque une UI qu'on pourrait utiliser en prod. Donc comme on l'a vu, les facettes elles sont bien présentes, elles sont sur la gauche. Et est-ce qu'on peut même faire du banc like this, par exemple, pour chacun des documents. Voilà, donc un petit aperçu de Solr. Donc en moins de 2 minutes, on a un produit qui est fonctionnel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut le démarrer donc, en schéma-S, c'est-à-dire qu'on ne mappe pas en fait pour chacun des champs donc les données. On met tout dans un champ fourre-tout. Mais donc en production, on va être obligé de prédéfinir ensuite un schéma pour bien mettre chaque source de données dans différents champs. Est-ce qu'on peut très bien le lancer donc en schéma-S rien que pour le tester. Ok, on va passer à Solr Cloud. Donc, le Solr Cloud, il est apparu depuis Solr 4. Donc ça va être utile pour gérer donc, la scalabilité. Parce que donc, sur une machine, ce qu'on va avoir donc un problème, enfin ce qu'on peut avoir 2 problèmes, soit c'est qu'à la taille de l'index, elle est trop grosse pour tenir sur une seule machine, soit on peut avoir trop de queries aussi donc, en concurrent. Et c'est pour ça qu'on va avoir en fait des mécanismes de mise à l'échelle. Et aussi, pardon, pour qu'on distribue donc notre index sur les différentes machines. Donc, c'est une architecture flexible. Pour ça, on va avoir en fait donc un produit, donc Apache Zookeeper, qui va gérer en fait les configurations. Et en fait, donc à chaque fois qu'on lance un Solr, ce qui va s'enregistrer et se désenregistrer auprès de Zookeeper. Donc on va avoir à chaque fois une vue de l'ensemble du cluster géré par Zookeeper. Donc les nouvelles notions, c'est en fait le sharding. Donc un shard, en fait, c'est un morceau d'index. Notre index va être splitté sur plusieurs machines. Et donc la recherche va être distribuée sur tous les shards. Donc le sharding, c'est utile quand on a vraiment trop de documents et qu'on est obligé de le partager entre plusieurs machines. Et donc en Notion, ce qu'on n'a plus de notion de maître-esclave, mais de leader et des réplicas. Donc en fait, c'est exactement pareil, sauf que le leader,
qu'il a donc une logique de coordination par rapport au réplica. Donc un exemple, car on a donc un index qui est sur 2 shards, donc il est coupé en 2, et ensuite chaque shard va être donc, répliqué une fois. Donc au final, on a 4 machines, alors que notre index est coupé en 2. Donc pour faire ça en Solar Cloud, c'est quand même donc assez simple, ça ce qu'on va le voir aussi en démo. Donc on démarre juste la première machine, on lui envoie la config, qui va être envoyée ensuite à Zookeeper, et on spécifie juste le nombre de shards voulus. Donc voilà, c'est envoyé à Zookeeper, et donc ça va être le leader du shard, puisque bon, il est tout seul. Ensuite, donc, on démarre la deuxième machine, on ne lui spécifie plus de configuration, ce qu'elle va la chercher sur Zookeeper, mais donc on a juste à pointer sur lui pour qu'il la récupère. Donc vu que ce qu'on avait demandé que ça soit en 2 shards, lui sera le leader du shard 2. Et donc ensuite, quand on lance des autres machines, elles vont être les réplicas en fait, du shard 1 et du shard 2, donc en privilégiant en fait, le shard qui a le moins de réplicas. Donc, en premier, on va avoir un réplica de shard 1, et là si on lance une quatrième machine, elle va être le réplica du shard 2. Donc à l'indexation, on va avoir une distribution automatique des updates, donc on peut envoyer à n'importe quelle machine, et Solar se charge de les transmettre à la bonne machine. Ce qu'il faut savoir, c'est si on utilise, c'est un smart client, c'est-à-dire si on est sur SolarJ, on a juste à pointer sur Zookeeper, et c'est lui qui va envoyer directement donc, au bon leader du bon char. Donc c'est pour pas qu'on perde trop de temps donc, à trouver la bonne machine pour envoyer le document. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc on a notre indexeur, on envoie au leader 1, qui va ensuite envoyer à son réplica. Donc, admettons ici, donc on envoie un autre document, mais donc il devait aller à l'autre shard. Donc le leader 1 va l'envoyer au leader 2, qui va ensuite l'envoyer à son réplica. Voilà, donc ainsi de suite. On peut passer. Et donc à la distribution. Et donc à la recherche, ça va être de la même façon. Donc hors SolarJ, ça va être ce qu'on va passer par le load balancer pour pas que l'on sollicite à chaque fois la même machine, ça n'aura pas d'intérêt. Et avec SolarJ, donc on va utiliser un objet, en fait, un Cloud Solar Server. On pointe sur Zookeeper et c'est lui qui va gérer le load balancing entre les différentes machines. Donc voilà, on fait une requête sur le leader 1 et ça peut être envoyé aussi bien sur le leader 2 que sur le réplica 2, puisqu'on va faire du shard. Ensuite, c'est renvoyé donc, au leader 1, qui va faire donc, une agrégation des résultats, et c'est ensuite envoyé directement au client. Donc un autre exemple, bon, ici c'est pareil, mais sauf qu'on interroge le réplica 2, qui lui-même va interroger le réplica 1, mais on aurait très bien pu interroger aussi le leader 1. Ensuite, c'est renvoyé donc, à la première machine, au réplica 2, qui va agréger les résultats et envoyer ensuite donc, à l'utilisateur. Donc, les avantages de Solar Cloud, c'est que, comme on l'a vu, c'est très flexible. Si on a donc une augmentation de charge, c'est donc assez simple. On ajoute des machines qui vont pointer sur Zookeeper. Ça, c'est pratique. Par exemple, pour des clients qui ont des solutions de e-commerce, c'est pour Noël, qui s'amusent à mettre 5 ou 6 machines de plus, donc ils les pointent sur Zookeeper. Puis donc une fois que les soldes sont finis, donc en cas de diminution de charge, là c'est encore plus simple, ils mettent à off donc les serveurs et donc c'est redimensionné automatiquement. Donc ça sera Apache Zookeeper qui lui va permettre de centraliser toutes les configurations et donc de visualiser tous les statuts des shards. Donc à chaque fois qu'une machine s'enregistre ou se désenregistre, donc tout cluster est au courant grâce à Zookeeper qui met tout le monde à jour en fait de ça. Donc on va passer à une démo de Solar Cloud, que ça soit un peu plus parlant. Donc ça. Voilà, donc là je vais reprendre. Même problème pour les.
Dans ma collection, je vais effacer l'index, qui soit un nouveau vierge. Je vais dupliquer le example solar. 4. Hop. On va mettre un solar cloud A. Un solar cloud B. On verra pour le reste. On ouvre une fenêtre de commande. Et là, donc, je vais lancer mon cluster. Donc, je lance la première machine. Je vais copier-coller. C'est pas que c'est une 3 heures parce que c'est pas une petite commande. Ok, là, en fait, donc on démarre la première machine. Hein, donc, on lui précise le SolarHome. Donc on lui précise aussi la configuration à envoyer donc, à Zookeeper. Donc ça, ce qu'on ne fait que pour la première machine. Ici, hein, donc on utilise un Zookeeper qui est embarqué. En prod, ce qu'on fait jamais ça. On aura donc un ensemble de Zookeeper. On en met 3, 5 ou 7 en général. On nomme la collection donc, sur Zookeeper. On précise le nombre de shards. Ici, ce qu'on est 2. Donc on veut que notre index soit splitté en 2. Donc, on voit qu'on a un petit onglet en plus Cloud, et ce qu'on voit qu'on a bien donc nos 2 shards. Ce qui est marrant, ce qui s'est démarré donc, en shard 2. Donc ça va rien changer de toute façon. Et ce qu'on voit que si on veut faire une query, par exemple, ça ne va pas marcher, puisqu'on lui a précisé que l'on veut 2 shards, et ici, ce qu'on n'a qu'un seul shard qui est opérationnel. Donc on est obligé qu'on lui lance le deuxième shard. Donc ici, ce qu'on n'a plus qu'à préciser en fait le dossier où on va stocker l'index, on le pointe vers Zookeeper et donc là, ce qu'on lui met donc un autre port puisque je lance tout sur la même machine. Et là, normalement, on lance voilà, on est content. On a bien nos 2 shards qui sont opérationnels. Donc on a nos 0 doc. On va un peu en ajouter. Donc ici, enfin, je réutilise le même script que précédemment. Donc il va envoyer vers un seul shard. Et c'est pas grave puisque comme on l'a vu, hein, ce qui a une distribution automatique des documents. Donc on a nos 32 docs. Et c'est pour savoir la façon dont ils ont été donc, distribués entre les 2 shards. On peut préciser le nom du shard. On voit que sur shard 1, on a 14 docs, et sur shard 2, on va voir le reste, on a bien les 18 docs. Voilà, donc, ensuite, ce qu'on peut ajouter donc des machines, hein, comme on l'a vu, si j'en ajoute, donc elles vont aller sur le shard 1 et ensuite sur le shard 2, hein, ça sera des réplicas, et, donc ainsi de suite. Donc là, vu qu'il est un peu tard, de toute façon, je ne vais pas montrer les vieux tests. Oui. Au niveau du freeloader, là si j'ai un de mes nœuds qui tombe, je ne sais plus, par exemple pour shard 1, le nœud principal, est-ce que c'est un réplica qui va passer ouais, ça sera ça. Ouais, ça sera ça. Bah là, justement, enfin, je ne vais pas montrer. Mais donc là, enfin, ce qu'il y avait que le leader. Donc voilà, enfin là, j'ai mis qu'une machine, hein, c'est pour chaque shard. Mais là, si j'en ajoutais d'autres, donc là, je pourrais savoir le failover. Mais bon, alors que là, si je perds une des machines, donc, je perds tout. Là, ce qu'il y a dans le cluster, il sera plus opérationnel. Mais ça aurait été donc assez simple, hein, pour en ajouter, j'aurais plus qu'à faire ça aussi. Donc à pointer juste vers Zookeeper et elle aurait été automatiquement le réplica. Donc, et s'il y a un des leaders qui tombe, il y a un réplica qui devient leader, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui a en fait donc une élection avec le Zookeeper, en fait, donc il interroge ce qui reste et c'est celui qui va dire le plus vite
donc il est up, qui sera en fait le leader à la place du réplicateur. Et c'est forcément un réplica du même char ou c'est... Ouais, ouais, ça sera forcément ça. Et c'est pour ça que donc en général ils ont tous exactement le même nombre pour chacun des chars. Donc en production, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 chars, et on a 3 chars, enfin bon, par char. Enfin, on a 3 réplicas par char. Donc on en a 9 en tout, avec un ensemble de 3 zookeepers. Et là, on est sûr, en général, ça tient un char. Ok, donc juste un petit slide sur Solar 5. Donc normalement, c'est plus une question de jour, hein, donc avant qu'ils sortent, ils sont à la RC2. Donc du coup, ça sera plus un Ward, mais ça sera donc une application. Hein. Ça sera plus donc un Ward donc à déployer soit sur Jetty, soit sur Tomcat. Donc ils ont sorti aussi des nouvelles fonctionnalités comme de l'IDF qui distribue. Ça promet d'être pas mal. Et ce qu'ils ont amélioré, par exemple, le component stat, ce qui est aussi très très utile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est le Solar 4, ce qui là comportait plein de choses par rapport à Solar 3, comme pour la scalabilité, donc de l'apport de Solar Cloud, et maintenant sur Solar 5, c'est plus donc une release de maturité, et donc ils veulent essayer de simplifier en fait l'usage de Solar pour qu'il soit plus facile à prendre. Donc très rapidement, enfin, ce qu'on va passer donc, à la deuxième partie hein, sur l'écosystème Hot Solar. Je promets de ne pas mettre plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà quand même tard. Donc l'écosystème, c'est comme on l'a vu, enfin là on vient de voir que le Solar pur et le Solar Cloud. Donc ce qui a donc une multitude hein, de projets qui gravitent autour de Solar. Donc les plus importants, c'est au point de vue du crawling des données, parce que si on n'utilise que le Solar de base, ce qu'on l'a vu, enfin ce qu'il y a quelques contributions, comme le DIH pour crawler donc, une base de données, mais ce qu'on aimerait en fait avoir un framework de connecteurs, parce qu'en entreprise, on est amené à crawler une multitude de sources de données, hein, que ce soit donc en SharePoint, un share avec un AD donc pour gérer la sécurité, et ça sera ce genre de choses en fait qui va être amené à être utilisé. Donc pour le crawling, justement, Solar ne crawl pas, donc on a besoin d'un crawler donc, pour crawl donc les données et pour gérer par exemple les autorisations. Donc on peut avoir 2 modes hein, pour crawler, soit c'est en push ou c'est en pull. En push, c'est en fait le système qui envoie à Solar les données indexées, ou c'est en pull, c'est nous qui allons prendre donc, les données dans le système. On peut avoir du crawling normal ou incrémental. Il faut faire attention aussi quand on crawl, que ça n'impacte pas le système client. Donc, pour un file share, ce qui est admis, bon, là, par exemple, pour l'entreprise, c'est qu'on crawl de nuit pour ne pas trop nuire au serveur. Donc pour extraire le contenu, ce qui est le plus utile, c'est en fait Apache Tika, donc qui permet hein, de détecter le type, parce qu'on peut lire le contenu et extraire toutes les métadonnées de lieu. Donc que ça soit du PDF, du document Office, du RTF ou par exemple un film, une image, etc. Quand différents crawlers, on a Notch, donc Apache Notch, hein, qui est fait aussi par du cutting. Donc le DIH qui est une contribution de Solar, et donc en framework, le Minifold CF par exemple, donc qui est aussi donc, en licence Apache, hein, qui a été donnée, c'était en 2009, et donc actuellement on a la version 1.8.1, donc de février, le projet est quand même bien actif. Donc ce qui permet de faire, c'est du crawling incrémental. Hein. Si on, encore le même exemple, si on indexe un file share, si on a 3 Tera, à chaque fois qu'on lance donc, une indexation, ce qu'on va gérer que le delta. On ne va pas recrawler à chaque fois donc les 3 Tera. Ce serait quand même assez contraignant. Donc il gère les autorisations qui a été créée par Solar, et c'est une architecture qui est en mode plugin. Donc ça c'est simple aussi donc, à coder sur celui-ci.
dans différents connecteurs principaux, donc SharePoint, Windows Share, de l'Alfresco aussi, qui est quand même bien demandé, des bases de données, du RSS, des wikis, comme le MediaWiki par exemple. Donc en Authorities, ça va permettre d'interroger donc un AD ou un LDAP. Et donc en Output Repository, enfin ça va permettre à envoyer soit avec un Solr, ou soit ceux qui préfèrent envoyer un Elasticsearch, ça sera possible aussi. Donc les deux composants principaux, hein, donc le pool injunct qui contient tous les connecteurs, donc les repositories et les output connecteurs. Donc en fait, on va récupérer toutes les données donc à partir des repositories et on va ensuite les envoyer donc aux output connecteurs, comme un Solr par exemple, avec la sécurité, avec leurs ACL. Donc en Authority Service, c'est comme son nom l'indique, il va contenir les Authority Connectors et on va avoir la liste de tous les tokens en fait, dans quel groupe est l'utilisateur courant. Donc comme exemple, ça c'est ce qui est le plus commun, parce qu'on crawl des fichiers donc, avec autorisation. Admettons qu'en environnement, ça soit donc un Windows Share, que ce soit un file share sous Windows, donc avec un Active Directory. Donc on indexe les fichiers et on va donc avoir les droits donc avec query de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on va faire l'indexation, on va avoir tous les droits en fait du fichier. Enfin bon, voilà, dans quel groupe a le droit de lire ce fichier. Ensuite, donc à la query, l'utilisateur va se loguer, donc on va savoir dans quel groupe est-ce qu'il est, et donc on va lui afficher que les documents dont les autorisations matchent les droits que cet utilisateur a, pour bien prendre en compte la sécurité. Donc du côté Manifold, on va configurer le connecteur Samba, c'est pour indexer les fichiers. Donc on configure aussi le connecteur Active Directory pour avoir les ACL, et ce qu'on n'a plus qu'à configurer le connecteur Solr. Donc en Solr, parce qu'on a quelques petites choses aussi à faire, hein, on a des champs à ajouter pour indexer les ACL, et donc on ajoute un plugin à Solr pour interroger le Manifold CF pour obtenir les infos d'utilisateur. Donc schématiquement, ça va ressembler à ça. Donc on a notre repository, donc ici un Windows Share. J'ai un connecteur qui est en JCIFS, qui est sur Manifold. Et ensuite, donc on indexe donc avec le connecteur Solr, donc on envoie les documents et les tokens liés. Et ensuite, donc au requêtage, en fait, donc on a une autorité, donc un AD, et l'utilisateur en fait va se loguer, et donc on va avoir les autorisations liées donc à cet utilisateur et lui afficher que les documents dont il a accès. Voilà, search authentifié. Et donc on filtre les docs suivant les ACL et les infos d'utilisateur. Donc un petit exemple d'UI donc avec ça. Voilà, donc on sert de Ajax Translabs. Donc on l'a développé. En fait, enfin, c'est pour afficher enfin donc de façon sympa à ça en Ajax. Bon, je vais passer sur l'architecture. Je vais juste montrer donc, une petite démo de ça. Donc là, je l'ai dézippé bon avant parce que ça mettait trop de temps. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc ça tourne sur un Tomcat. Et le crawler, donc le Manifold, qui est là. Ici, par exemple, admettons que je veuille crawler donc, des fichiers sur mon disque dur. Donc j'ai mon output connector que j'ai déjà configuré. Donc en fait, j'ai mis mes informations en fait, de mon Solr donc embarqué, donc il est intégré dans Data Fabric.
j'ai un Solar, un Manifold CF et donc une UI en Ajax. J'ai aussi mon repository. Donc ici, je ne gère pas de sécurité, hein, c'est pour aller plus vite. Je crawl juste mes fichiers locaux. Et donc, ce qui ne me reste plus qu'à créer donc un job, une vente, la connexion, mon output connector, mon repository. Et ça, donc on passe. J'ai juste à préciser en fait on passe. Et donc, que ça soit indexer. Donc ici, ce que je mets indexé, je ne sais pas si certains d'entre vous donc les connaissent, c'est sur donc Enron, c'était l'entreprise américaine qui a fait faillite, et donc toutes les données en fait ont été mises à disposition sur Internet. Super pratique dans notre cas pour pouvoir faire plein de tests sur les données. Donc voilà, donc là ce qu'on est déjà donc, à 143 blocs qui ont été crawlés par Manifold, et là ensuite donc ils sont processés par Solar. Bon, le seul truc embêtant de Manifold, c'est qu'il faut appuyer soi-même sur le bouton de refresh. Ça, c'est pas encore top, mais seulement ça mérite de bien marcher. Et ensuite, normalement, ça va apparaître. Là. On a la UI qui est en Ajax. On a donc les facettes à gauche, hein, donc de base, ce qu'on a le type. Donc la source et le langage, en exemple je cherche que les PDF, et on peut ensuite cliquer hein, sur les fichiers et donc les afficher. On a aussi ajouté, c'est par exemple les statistiques. Donc là, on se base sur Banana, qui est en fait un fork de Kibana, mais que pour Solar. Donc le nom, bon, pas particulièrement très intelligent, mais bon, au moins on a le mérite de s'en souvenir. Et donc on a là quelques stats, par exemple par rapport aux recherches entrées par l'utilisateur, sous mode graphique. Voilà, c'est à peu près ce que je vais montrer. Et donc on a toujours accès, hein, bien sûr, au Solar, si on veut faire des recherches plus poussées. Il ne reste plus grand chose. Hein. Donc, je vais passer très vite sur la sémantique. Donc c'est pas le travail de Solar, hein, donc, parce qu'il y a plusieurs plugins qui existent. Donc ce qu'on utilise le plus, c'est en fait UIMA. Je ne vais pas prononcer en anglais parce que je parle trop mal, mais enfin c'est un framework qui est donc en Apache. Hein. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il contient, donc un pipeline d'annotator. Donc on va s'en servir principalement pour faire de l'extraction d'entités, hein, ou soit pour catégoriser donc, les données, voilà, par exemple. Et donc on va pouvoir donc analyser en fait si c'est donc une personne, une location, enfin un lieu, donc une organisation, etc. Donc ça, ce qu'on peut très bien le faire en Solar. Donc de l'analytics, ça c'est comme on l'a vu. Hein, ce qu'ils ont fait le même travail que sur la Search en Solar. Donc on a le Logstash for Solar, donc avec le Solar et le Banana, c'est comme on vient de voir. Bon, je vais passer donc, les slides sur Hadoop parce que je pense qu'il faudra plus que 20 minutes. Mais ce qu'on peut faire donc, avec un Hadoop, c'est là par exemple, c'est du text mining, hein, la reconnaissance de patterns, et surtout faire des moteurs de recommandation. C'est ce qui est de plus en plus demandé. Hein. Ça, ce qu'on a fait pour un client il n'y a pas longtemps. Ce qu'on a aussi fait, ce qu'on a analysé aussi donc les mails des employés. Ça, c'était demandé, c'était par un patron qui voulait donc avoir accès à tous les mails des employés. Donc on a mis donc, un Hadoop pour faire ensuite le traitement. Et ce qu'on a ensuite mis donc un Solar. Ensuite, donc les dirigeants qui pouvaient entrer des mots-clés, et donc ils voyaient ce que pouvaient donc entrer leurs employés par rapport à ces mots-clés.
Donc ce qu'on peut faire donc en Hadoop, c'est principalement ce qu'on traite de grands volumes de données en un minimum de temps. Aussi donc stocker des immenses volumes de données et en fait c'est de la scalabilité qui est donc horizontale. À la différence de la verticale où on essaye de mettre tout sur la même machine, comme du SAP, Cana où c'est des centaines de gigas de RAM, alors que là donc on essaye de mettre plein de machines pour que les coûts soient beaucoup moins chers. Ok, donc en architecture super simplifiée, donc on a une couche de stockage avec HDFS, donc Hadoop File System, et une couche de traitement avec le MapReduce. Donc le HDFS, c'est un système de fichiers qui est distribué pour donc on utilise les disques normaux de chacun des disques pour avoir en fait une sorte d'impression qu'on n'utilise qu'un seul disque. Et toutes les données sont répliquées de base 3 fois, donc elles sont fiables. Et donc en couche de traitement, c'est du MapReduce. On exécute des jobs et on doit donc implémenter un mapper et un reducer. Est-ce que j'aurai le temps de faire ça? Tant pis. Donc ici, ce qu'on avait, donc un exemple, donc on avait plusieurs textes en fait. Et donc on voulait utiliser donc un job en fait pour compter le nombre d'occurrences de chacun des termes. Bon, de toute façon, donc les slides ils sont sur internet. Je vais pas avoir un temps. Ce qui est surtout donc important de savoir, c'est ce qu'on peut faire donc, avec un Hadoop et donc un Solar. Donc une utilisation, par exemple, c'est Notch. Comme on l'a vu, c'est créé par du cutting. Et ça va permettre de crawler un énorme volume de données de site web. C'est basé sur Hadoop. Et donc en projet très très connu aussi, c'est le BMOS, qui est en fait une surcouche d'Hadoop et qui va permettre de déployer dessus donc des traitements tels que ceux que l'on a vus, surtout donc en sémantique, pour utiliser donc UIMA ou faire de l'identification de langage ou même de l'extraction de contenu, parce qu'on utilise le TICA sur Hadoop, donc Express Parallelise Process, si on a donc un énorme volume de données, et ensuite on n'a plus qu'à envoyer ça dans Solar pour indexation. Et on peut aussi coupler directement le Solar donc avec Hadoop. Donc là, on stocke carrément en fait notre index Solar sur HDFS. Donc on ne se sert plus de Solar Cloud, on se sert directement d'Hadoop. Donc on stocke en fait de gros volumes de données sur Hadoop. Donc on gère la réplication puisqu'on avait intégré de base donc avec Hadoop, puisque comme on l'a vu, c'est répliqué 3 fois de base. Et ça, c'est pratique si le client a déjà un cluster existant sur Hadoop, ce qui ne va pas en recréer un pour Solar. S'il lui reste que de la place, on va en fait s'en servir pour mettre le Solar dessus. Donc à venir, c'est pas encore en production, enfin c'est encore en bêta. On peut créer aussi l'index à l'aide de job MapReduce. Donc on va augmenter les performances d'indexation donc sur de gros volumes de données. Et voilà, donc je m'arrêterai là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est mon mail. Et si vous voulez aussi contribuer sur Data Fabric, on commence à avoir de plus en plus de communautaires. Donc n'hésitez pas, c'est ce qu'il en fout de Java. Donc c'est assez sympa donc à côté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait un bail que j'ai pas joué avec Solar, mais est-ce qu'on peut assez facilement changer le schéma pour reconfigurer et réindexer les données? Ah oui, c'est pas de problème. Et donc après, ça dépend de quel changement est-ce qu'on fait. Enfin non, mais ça va dépendre en fait si on ajoute des champs en plus, ou si c'est pour un des champs en fait, qui est déjà donc, à présent, on change la configuration. Mais donc en fonction du changement qu'on va faire, il y aura peut-être une réindexation à faire suivant ce que l'on modifie. Mais si on ajoute juste un champ, il n'y aura pas de problème. Du coup, il ne stocke pas le document source en fait. Pardon? Il ne stocke pas le document source. C'est-à-dire en fait, si vous voulez donc, ajouter un champ? Ouais, si on veut ajouter un champ en fait qu'on veut indexer ou qui était mal. Ouais, si, ça dépend, mais il faut que tous les autres champs soient en store. Et là, ce qu'on n'aura pas donc à reposter le document. Là, ce qu'on pourra faire,
modification. Est-ce qu'il existe des mécaniques de river et de feeder pour Solar, pour par exemple indexer des bases de données SQL? Oui, bah ça, ce qu'on peut le faire sur le DIH, par exemple, hein, c'était sur le data import handler, on peut aussi le faire sur le Minifold CF. Il y a aussi donc un connecteur, hein, c'est pour indexer des bases de données, donc, que ce soit en MySQL, en Oracle, en ce que vous voulez, hein, il n'y aura pas de souci. Donc on peut aussi gérer donc, le delta aussi, ça c'est pareil, pour pas qu'on ait à indexer à chaque fois. Comment est-ce qu'on voit Solar si on a une phrase où il n'y a que des stop words? C'est-à-dire en fait, enfin, C'est-à-dire si on prend la phrase anglaise to be or not to be, dans le dictionnaire anglais, ça va faire que des stop words. Comment il fait pour l'indexation? Enfin, pour la recherche, comment il découvre? non, parce que B, déjà, enfin, bon, ça ne sera pas donc, en stop word. Et en fait, ça va dépendre de ce que vous configurez. Mais donc à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on met presque plus rien en stop word, c'est que c'est déconseillé de les utiliser. Parce qu'au final, on perd plus que ce qu'on gagne. Enfin, si on a donc assez de place sur la machine, on ne met plus aucun stop word. Au niveau de la persistance de l'index Solar, c'est comme dans Elasticsearch où si on met un tous les chars, il n'y a plus d'index J'ai pas compris la première fois. Est-ce qu'il y a une persistance de l'index? Bah, ça va dépendre. Enfin, si vous utilisez le Solar Cloud, Ouais. bah, si on perd donc une des machines, est-ce qu'il y aura Si tous les nœuds tombent, enfin, si on arrête tous les nœuds, on remonte l'index de 0. Si on arrête tous les nœuds, non, donc ils seront bien présents sur la machine, ça ne sera pas de souci, parce qu'il y a en fait deux mécanismes. Ce qu'il y a en fait le soft commit et le hard commit. Donc c'est en fonction si c'est en RAM ou si c'est écrit donc sur le disque, mais même donc en soft commit, parce qu'on va quand même mettre un hard commit chaque 5 minutes ou chaque 10 minutes, donc on ne perdra pas tout, il n'y aura pas de souci. Ok, je pense que c'est bon. Je vous remercie pour votre attention.